Merci, bonjour tout le monde. Merci au Crash de m'avoir invité pour présenter ma recherche. Je suis vraiment enchantée. C'est le fun de pouvoir la présenter en français. J'ai des diapositives, fait que je vais juste partager ça, puis je vais pouvoir commencer après. Euh, Juste, il va falloir que je fasse un genre de switch. Est-ce que vous voyez le format présentation? OK, parfait. Super. Donc, encore une fois, merci d'être ici aujourd'hui. C'est le fun de voir autant de gens pour la présentation. Je vais présenter mon projet de recherche qui est une partie de ma thèse, une partie de la collaboration que je fais avec Michael Brunilla et David Walksmith de l'Université McGill. J'ai intitulé ma présentation Se loger dans l'ère digitale et financiarisée. Je vais parler de la financiarisation de la PropTech, puis de la question de l'accès à l'information. Juste un petit peu sur moi. Dans le fond, c'est ça. Moi, je fais la recherche généralement sur la question de la propriété et des propriétaires. Sur la financiarisation, j'ai fait des études aussi sur les évictions et beaucoup de rapports sur les locations à court terme de type Airbnb. Donc, je fais partie du groupe de recherche de Balance Supply of Housing, qui est basé à l'Université de la Colombie-Britannique, et aussi du membre de groupe de recherche en gouvernance et politique urbaine de McGill, avec qui je fais la majorité de mes recherches sur les Airbnb. Aujourd'hui, ma présentation se concentre sur deux grandes questions, puis il va prendre mes trucs puis se concentrer sur Montréal. Donc, la première question, c'est comment est-ce que la financiarisation impacte les locataires montréalais et montréalaises? Et comment est-ce que les nouvelles technologies digitales du type Airbnb, mais encore plus que ça, contribuent à ces effets? Donc, c'est de ça que je vais parler. Il y a donc deux grandes branches de littérature qui rentrent en ligne de compte ici. Il y a la question de la financiarisation, puis il y a la question de la digitalisation ou de la PropTech. Donc, juste pour faire un petit résumé assez simple, quand on parle de la financiarisation, on parle de la dominance, dans le fond, du marché de la finance dans l'économie, que ce soit pour des motifs financiers, dans les marchés financiers, par les institutions financières, mais aussi dans tous les domaines, dans le fond, de la vie de tous les jours, là, que ce soit le logement, l'infrastructure, la santé. Il y a de plus en plus d'acteurs financiers qui vont vouloir participer dans le but d'avoir un rendement sur investissement. Donc, dans cette question-ci, le logement devient un outil ou un objet qui a pour but d'avoir des rendements pour des personnes qui investissent dans les entreprises, que ce soit des fiducies de placement, des firmes de gestionnaires d'actifs ou même des fonds de pension. Quand on parle de la financiarisation dans le marché locatif, on parle généralement de la financiarisation donc du développement immobilier. Donc, le rapport du Crash a fait une belle synthèse sur la question à Montréal, dans le fond, de la participation par des fonds de pension, etc., avec des développeurs pour construire du logement. Donc, on parle d'une participation qui est plus active qu'un prêt à la banque, par exemple. Puis, on parle aussi de la financiarisation de la propriété locative. Donc là, on parle d'acteurs financiers qui vont faire l'acquisition de parcs locatifs qui existent déjà, donc ils font juste l'acheter pour pouvoir l'utiliser dans leur portfolio et créer des rendements pour les personnes qui investissent dans leurs entreprises. Puis ça, dans le fond, c'est un phénomène qui prend une plus grande échelle, puis qui est facilité par un nombre de technologies qui ont permis l'opération à distance, par contre, ou une opération à grande échelle de parcs locatifs, qu'on va souvent parler comme de la digitalisation, de technologies digitales qui viennent aider les grands propriétaires, mais aussi les petits à gérer leur parc locatif. Donc, tout ce qui est plateforme, système, algorithmes ou même des données qui sont déployées dans le secteur résidentiel, commercial, industriel pour faire la gestion, dans le fond, d'immeubles. Ça l'a mené à ce que Desiree Fields appelle le propriétaire automatisé. Donc, c'est des grandes corporations qui sont maintenant sophistiquées par l'utilisation de ces technologies-là. C'est aussi ces grandes corporations-là qui ont mené la charge dans l'adoption de ce qu'on appelle la PropTech pour la gestion de leur portfolio locatif. Donc, juste pour vous donner une idée, ça l'inclut par exemple des compagnies qui font de la vérification de locataires, donc du tenant screening, qui va utiliser
des données sur l'emploi, le crédit, les médias sociaux, etc., pour pouvoir faire des recommandations aux propriétaires de c'est qui devrait louer leur appartement. On parle de plateformes aussi de gestion d'immeubles de tous les jours, du type Rent Café, qui est la plus grande plateforme au Canada utilisée par la compagnie Yardi. Donc là, on parle de tout ce qui est, tous les paiements vont être là-dessus. C'est super centralisé, les demandes de maintenance, etc. On voit aussi des plateformes de paiement flexibles là, du type Klarna, mais pour le logement, donc Zenbase. On a aussi des technologies qui vont aller rendre ton expérience en tant que locataire sans friction, donc des technologies qui permettent de débarrer la porte avec la reconnaissance faciale ou ton téléphone, par exemple. Donc, OneValet est un exemple. À un niveau plus de base aussi, tout ce qui est question de recherche de logement, type Zillow, PadMapper, etc., ça fait également partie de l'écosystème de la PropTech. Donc, ma thèse va regarder un peu comment que justement la finance et la technologie vont opérer dans le logement, puis comment que ça crée encore plus de pression spéculative pour les locataires. Donc, il y a deux grandes phases de recherche là, dans ma recherche. La première, c'est plus l'approche quantitative de type Big Data, avec lesquelles on a travaillé pour étudier la question de la financiarisation à Montréal. Puis la deuxième approche est plus qualitative. Donc, ce qui fait partie de ma thèse, ça inclut des entrevues avec des personnes de la PropTech, des propriétaires, de l'analyse de documents, puis des études de cas, justement, pour pouvoir parler de ces inégalités-là aussi au niveau de la technologie. Pour ceux et celles qui sont pas trop familières avec notre approche Big Data, je vais un peu expliquer comment on a été capable d'avoir le portrait des propriétaires à Montréal via la question des grandes données. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, Michael, David et moi, c'est qu'on a raclé une grande proportion de données, si on veut, pour être capable de dire OK, exhaustivement, est-ce que la financiarisation, c'est quelque chose qu'on devrait s'inquiéter à Montréal? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Oui, ou c'est qui les locataires qui sont le plus impactés? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un raclage web du rôle d'évaluation foncière qui contient toutes les informations sur les propriétés à Montréal. Puis ça inclut aussi les informations sur les propriétaires. Puis pour les propriétaires qui sont des corporations ou ce qu'on appelle des personnes morales, on a fait le raclage du registraire des entreprises du Québec qui va donner des informations sur les actionnaires. Après ça, on a combiné ça à des données du recensement, des données de la Ville de Montréal, puis des données aussi pour la question des loyers demandés. Fait que juste pour vous donner une idée, un raclage web, qu'est-ce que ça va faire? C'est un code que tu donnes à un ordinateur pour que l'ordinateur répète la tâche itérativement. Fait que c'est difficile à mi-temps d'aller chercher toutes les informations de tous les buildings pour toutes les propriétés à Montréal. Là, il y en a plus d'un million. Fait que ce qu'on a fait dans le fond, c'est qu'on a utilisé une recherche basée sur le numéro de matricule, donc ici. Euh, Puis ça, c'est donné par la Ville de Montréal sur le portail de données ouvertes, donc tous les numéros de matricule sont disponibles. On a utilisé cette colonne-là pour aller chercher toutes les informations sur la propriété. Donc ça va inclure sur le rôle foncier, tu as accès à l'adresse, le numéro de matricule, le propriétaire, son adresse de correspondance, le nombre de logements, le nombre d'étages, année de construction, etc. Fait qu'avec ça, on a été capable de voir, OK, ben, c'est quoi qui est locatif, c'est quoi qui est commercial, c'est quoi qui c'est juste des personnes qui habitent dans leur propriété, pour filtrer juste le locatif. Puis quand le locatif était détenu par une personne morale, une corporation, là, on faisait le raclage web du registraire des entreprises du Québec. Donc, pour le cas de Triada, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore une autre corporation qui détient des parts de la corporation qui détient le logement, puis une personne. Fait que dans le fond, on a continué de faire le raclage juste à temps que le raclage donne une personne. Fait que pour certains réseaux d'entreprises, ça a duré 12 itérations pour être capable d'avoir toutes les plures de l'oignon des réseaux d'organisation. Fait que ça nous a donné une base de données qu'on a travaillé dans R, donc environ 180 000 propriétés. Puis toutes les branches, si on veut, des réseaux corporatifs, on avait environ 39 000 pour être capable de faire les organigrammes, regarder les personnes aussi dans les réseaux, etc. Ça, c'est la première approche. Puis j'ai complémenté l'approche qualitative avec plus ce qui est écosystème de la PropTech au Canada. Avec plus une revue des articles de journaux, comment que la PropTech a été adoptée, par qui. Ça inclut aussi des épisodes de podcast. Donc, j'ai écouté beaucoup de matériel sur l'immobilier, l'investissement des gens de l'immobilier qui se parlent entre eux et elles. J'ai aussi fait 14 entrevues avec des propriétaires puis des cadres supérieurs, là, genre VP de la PropTech pour pouvoir parler un peu de leur procédure. Puis après ça, je voulais aussi regarder, OK, mais
c'est bien beau tout ça, mais est-ce que la PropTech est en fait adoptée dans les villes? Donc, j'ai fait une analyse des nouveaux développements à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver en 2015 puis 2025 pour voir si la PropTech était vraiment adoptée, puis c'est qui adoptait la PropTech. Est-ce que c'est les propriétaires financiarisés? Est-ce que c'est les petits propriétaires, etc. Donc, je vais un peu présenter mes résultats en phases. Donc, la première phase, je vais parler un peu de la financiarisation. Après ça, on va regarder un petit peu plus la question de l'opacité, puis pourquoi que c'est possible pour ces grands acteurs-là de rester quasi anonymes. Après ça, on va aussi parler de la question d'accès, puis le débat sur l'information. Donc, comment que les villes rendent ça encore plus compliqué pour nous de savoir c'est qui les propriétaires. Puis, on va aussi parler rapidement de la PropTech, la financiarisation dans le cas de la ville de Montréal. Donc, la financiarisation, dans notre étude, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que c'était un phénomène qui était plus présent que les pourcentages qui étaient estimés précédemment par des chercheurs canadiens. Donc, ce qu'on a vu en analysant tous les propriétaires, puis en déterminant s'ils étaient financiarisés ou non, c'est qu'environ 12% des unités locatives à Montréal sont détenues par des propriétaires financiarisés. Donc, ils détiennent généralement des immeubles qui sont de plus grande densité. Donc, la financiarisation est fortement corrélée avec les buildings de plus grande densité. C'est aussi corrélé au stress relié au coût du logement. Donc, les locataires qui ont plus de difficultés à payer leur loyer et sont généralement plus prônes à avoir des propriétaires qui sont financiarisés. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que aussi l'échelle de la financiarisation n'est pas pareille dans l'entièreté de la ville. Il y a une concentration de la financiarisation dans les quartiers plus centraux. Donc, on pense à Ville-Marie, on pense au plateau Mont-Royal, par exemple, où est-ce que les secteurs de recensement, comme on voit sur le Zoom, on a du 45, 60%, 75%, pratiquement du 100% aussi si on pense à certaines pochettes de la ville. Mais on voit aussi qu'au travers de la ville, il y a des places qui sont plus exposées à la financiarisation. Donc, on peut penser à l'île des Sœurs, donc l'entièreté quasiment de la gauche de l'île des Sœurs est détenue par Boardwalk. Proche du parc olympique, il y a beaucoup de Cap REIT qui détient les anciens buildings du village olympique. On a aussi beaucoup de propriétaires de RPA qui sont financiarisés, dans le coin de la Rivière-des-Prairies, par contre. Donc, on voit les petites pochettes que si tu sais un petit peu Montréal, tu es comme, ah, OK, ça fait du sens. Si, il y a des certaines densités aussi dans le niveau de Pointe-aux-Trembles, proche de l'aéroport. Donc, les unités locatives, en général, de plus grande densité, vont être les premiers produits qui sont intéressants pour les propriétaires financiarisés parce que eux, leur but, c'est d'avoir beaucoup dans leur portfolio. Donc, ça fait plus de sens d'acheter un building avec 100 unités locatives que 50 buildings avec 2 unités locatives. C'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, ce qu'on a trouvé en faisant les régressions, comme on voit, c'est que les plus grandes régressions, c'est avec les bâtiments de haute densité, comme j'ai dit, puis le stress relié au logement. On voit aussi qu'avec une moins grande force, il y a une corrélation entre le pourcentage de financiarisation puis la mobilité. Donc, les locataires qui déménagent souvent ou rapidement. Donc, on voit que c'est des corrélations qui sont quand même présentes là, avec la financiarisation. Ça, c'est quand même assez abstrait. Fait que ce qu'on voulait faire, c'est aussi d'avoir un portrait des quartiers euh, qui sont plus exposés à la financiarisation, puis comment est-ce qu'on peut expliquer les quartiers, comment est-ce qu'on peut les décrire dans le fond. Fait que dans notre recherche qu'on a faite, c'est qu'on a fait une analyse par groupement qui s'appelle, où est-ce que, dans le fond, ça va joindre indépendamment tous les secteurs de recensement ensemble, en groupe, pour voir des groupes qui se ressemblent, puis des groupes aussi qui sont différents des autres groupes. Fait que ça a été séparé en 5 groupes, puis on a 2 groupes qui ont des hauts pourcentages de financiarisation. Si on regarde sur la map ici, c'est le premier groupe le plus financiarisé, c'est les secteurs de recensement qui sont en jaune, donc à côté de Westmount, là, qu'on n'a pas, proche de l'Université de Montréal. Fait que ça, c'est le groupe le plus financiarisé. Le deuxième groupe le plus financiarisé, c'est le groupe bleu. Donc, tout ce qui est proche, genre Outremont, Ville-Marie, Île-des-Sœurs, un petit peu des secteurs de recensement proches de Dorval. Ça, c'est les 2 groupes, dans le fond, qui sont plus exposés à la financiarisation dans l'île de Montréal. Je vais les décrire un petit peu après sur la diapositive. Donc, on voit que le premier groupe, qui est la colonne au centre, c'est celui qui a le plus haut pourcentage de financiarisation. Fait que pratiquement un logement sur 2 est détenu par un propriétaire financiarisé. C'est des secteurs qui sont avec des loyers généralement plus élevés que la moyenne montréalaise, mais pas les plus élevés.
C'est aussi le pourcentage, c'est aussi le groupe qui a le plus haut pourcentage de stress relié au coût du logement, avec 62% des locataires qui sont stressés au niveau du coût du logement. C'est un secteur avec des revenus plus bas, qui peut être aussi expliqué par le fait que c'est des secteurs qui ont beaucoup plus de population jeune, donc probablement étudiante. C'est des ménages qui déménagent souvent, des ménages qui font partie des minorités visibles. Puis c'est aussi des ménages, des quartiers qui sont super denses. Le deuxième, donc la dernière colonne, c'est notre groupe qu'on appelait plus affluent. Donc, c'est les quartiers qui ont les loyers les plus élevés de les 5 groupes. C'est des quartiers qui ont quand même du stress relié au coût au logement, mais que les ménages en général vont faire plus d'argent que la moyenne montréalaise. Donc, peut-être qu'ils peuvent se permettre de payer plus, mais sont quand même stressés. C'est des quartiers qui sont plus de type condo, puis c'est aussi des quartiers qui sont généralement plus nouveaux. Fait qu'on voit que 28% des unités dans ces quartiers-là ont été construites après 2005, avec une moyenne montréalaise de 6%. Fait que 6 versus 28, c'est quand même une grosse différence. On voit aussi que c'est encore de haute densité, mais un petit peu moins. Puis c'est aussi des places qui ont des populations plus âgées. Donc 20% de la population est en haut de 65 ans, donc plus élevé que la moyenne montréalaise. Fait que ça, c'est les deux quartiers qui sont le plus prônes. Puis nous, dans le fond, quand on avait commencé avec ces données-là, on voulait faire plus de projets. Puis le prochain projet, ça a été une question de l'opacité. Parce que ça a tellement été difficile pour nous de faire cette recherche-là. Ça a pris plusieurs années. On est 3 personnes. Moi, je fais de l'urbanisme. Michael est bon en ordinateur, etc. Ça a pris beaucoup de personnes pour être capable de faire un portrait comme ça. Puis dans notre tête, ça ne devrait pas être le cas. Fait qu'on voulait parler de ben, pourquoi c'est le cas. Donc, on a parlé de la question de l'opacité. Ça, c'est la deuxième phase de notre recherche où est-ce qu'on a justement utilisé nos données pour essayer de développer une théorie pour être capable d'expliquer pourquoi que la propriété, donc les propriétaires, restent opaques. Ça fait partie de la thèse à Michael. Vous pouvez m'envoyer un courriel si vous voulez avoir accès à son chapitre de sa thèse. Mais dans ce chapitre-là, qui est en révision dans un journal, on a essayé de développer une théorie de l'opacité pour expliquer un peu avec des graphes, etc., pourquoi que la propriété reste opaque. Fait que si on en a 5, en pensant à une opacité qui est plus fondamentale, puis la cinquième, donc l'opacité de la donnée, c'est une qui est plus technique. Donc, je vais les résumer un petit peu, puis après ça, on va pouvoir regarder des graphiques, puis en parler un petit peu plus pour le cas de Montréal. Donc, la question de l'opacité ontologique qu'on parlait dans le papier, c'est le fait que la relation propriétaire-locataire est une relation qui est essentiellement déjà inégale. Donc, le propriétaire a accès à énormément d'informations sur les locataires, mais les locataires, en général, ne peuvent pas savoir beaucoup d'informations sur les propriétaires. Ça reste même avec la financiarisation, sans la financiarisation, technologie, etc. Il y a aussi une relation de un à plusieurs. Donc, le propriétaire, en général, est une entité. Puis les locataires, ben, il y en a plusieurs. Donc, à même la relation propriétaire-locataire, il y a une certaine opacité. Puis il y a aussi des questions légales qui sont en sorte que les propriétaires, en général, sont dans une situation légale qui est plus forte que les locataires qui sont dans une situation plus précaire. La question de l'opacité géographique, c'est le fait que les locataires sont à une place, mais que les propriétaires peuvent être partout dans le monde. Puis le fait que ces propriétaires-là peuvent être partout dans le monde, ça crée une opacité parce que ça peut être difficile de savoir ben, c'est qui ton propriétaire. L'opacité organisationnelle, c'est par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de démarches de créer des organigrammes de corporations, des réseaux super complexes qui rendent ça encore plus difficile pour les locataires de savoir c'est qui ton propriétaire. Il y a aussi la question de management, de gestion par des tierces parties qui font en sorte que les locataires, des fois, ne savent même pas c'est qui leur locataire, ils ont juste accès à un gestionnaire d'immeuble. Ça crée encore plus d'opacité. La quatrième opacité, c'est l'opacité qui est légale. Donc, en même la loi, il y a des choses que les propriétaires peuvent utiliser pour rester opaques. Donc, on pense justement à les questions de société en commandite ou aux États-Unis, les Limited Liability Corporations. On a ça ici. On a aussi les questions de fiducie familiale que je vais rentrer un petit peu plus en détail après. Puis en dernier, on a aussi la question de l'opacité de la donnée. Donc, la façon que les données sont divulguées ou pas contribue aussi à l'opacité de savoir les informations sur tes propriétaires.
Fait que si on regarde l'opacité ontologique, on s'est intéressé un peu à la question de un à plusieurs, donc la relation inégale entre les propriétaires. Puis ce qu'on voit dans le fond, ça c'est une présentation sur l'entièreté de l'île de Montréal, fait que pas juste la ville de Montréal. On voit que la question de la propriété, c'est que la propriété est extrêmement concentrée. Donc dans le papier sur la financiarisation, on démontre que le top 600 des propriétaires détiennent pratiquement 31 ou 32% des unités locatives. Fait qu'on voit que c'est pas nécessairement une entreprise pour les petits propriétaires. Il y a beaucoup de joueurs qui détiennent énormément il y a très peu partie de joueurs qui détiennent énormément de marchés locatifs. Ce qu'on voit dans le fond, quand on est capable de tout regrouper les réseaux de corporations puis de concentrer justement c'est qui détient quoi. L'indice Gini de la propriété à Montréal est de 0,67. Donc, un Gini de 1 est une relation complètement inégale. Un Gini de 0 est une relation complètement égale. Fait que là, on est dans des terrains qui sont quand même assez élevés, considérant des Gini de richesse ou de revenus dans des pays comme l'Afrique du Sud sont de 0,55. Donc, ici, on parle d'une concentration qui est encore plus élevée que ça. Ce qu'on voit aussi sur le graphe de droite, c'est qu'il y a les propriétaires qui détiennent juste une propriété, donc ce qu'on peut considérer un petit propriétaire. Euh, sont en plus grand nombre, mais que collectivement détiennent une plus petite proportion que les propriétaires qui détiennent plusieurs propriétés. Donc, on voit que environ 120 000 propriétaires détiennent juste une propriété. Cumulativement, ils détiennent seulement environ 40% des unités locatives versus les grands propriétaires sont une fraction de la totalité des propriétaires, mais détiennent beaucoup plus d'unités locatives. Fait qu'il y a une concentration de la propriété. Ça contribue aussi à l'opacité ontologique parce que si tu as un propriétaire, tous les locataires ne peuvent pas nécessairement se connaître, il y a vraiment une barrière à l'accès à l'information, c'est vraiment difficile de savoir l'étendue du parc locatif de ton propriétaire dans ce cas-là. On parle aussi d'opacité géographique où est-ce que la distance entre le propriétaire et les locataires peut être très grande, ce qui peut empêcher, dans le fond, le locataire de connaître des informations sur le propriétaire. Si les informations divulguées sont pas à la province de Québec, par exemple, ça devient extrêmement difficile de savoir c'est qui ton proprio. Fait qu'on voit ici, dans le graphique de gauche, la distance moyenne entre le propriétaire puis le locataire par secteur de recensement. Dans le locataire puis propriétaire en secteur de recensement. Dans les quartiers super centraux, les moyennes sont extrêmement élevées. Ça peut être expliqué par le fait qu'il y a une très petite proportion de propriétaires qui sont loin. Fait qu'on peut penser à Toronto, Winnipeg, Calgary, Vancouver, les États-Unis, la Suède. Fait que ça fait en sorte que les moyennes dans les quartiers où est-ce qu'il y a des propriétaires généralement financiarisés ont des grandes distances entre eux et leurs propriétaires. Les distances, par exemple, médianes, donc qui sont comme 50% des données sont avant ce chiffre-là, 50% des données sont après ce chiffre-là, restent plus petites généralement sur l'île de Montréal. On peut prendre en compte que l'île de Montréal est une longueur de 25 km, fait que c'est pas très gros, mais on peut voir ici que dans plusieurs quartiers, les moyennes médianes sont environ entre 2 et 7 km. Donc, les propriétaires sont pas super loin, mais en général ne vont pas rester à même l'immeuble, sont peut-être dans un quartier à côté ou un autre quartier sur l'île de Montréal. Dans le troisième papier qu'on a écrit, on a essayé de voir les transferts de richesse de la propriété. Donc, on a regardé l'entièreté des valeurs des propriétés locatives à Montréal, puis où est-ce que ça voyageait dans le fond. Fait que c'est quel quartier qui avait le plus ou qui recevait le plus de richesse reliée à la propriété, puis c'est où est-ce que la richesse de la propriété, quand elle n'était pas à Montréal, voyageait. Là, la question, c'est de savoir est-ce que, dans le fond, la richesse dérivée de la propriété reste locale ou est-ce qu'elle devient internationale, est-ce qu'elle devient extra-provinciale, etc. Donc, on voit qu'en général, oui, la majorité de la richesse va rester sur l'île de Montréal, mais qu'il y a quand même des centres de transfert de la richesse du genre Laval, qui est le plus grand voyageur, si on veut, après l'île de Montréal, suivi de l'Ontario et de Longueuil. Après ça, on voit aussi qu'il y a de la richesse qui va être transférée en Alberta, au Manitoba, en Colombie-Britannique, aux États-Unis, quand on parle de l'international, puis aussi de la Suède. Donc là, la Suède, ça a l'air bizarre, là, mais c'est juste que Akelius, c'est une compagnie suédoise, puis c'est un des plus grands propriétaires à Montréal. Donc, on voit que oui,
les quartiers qui sont plus résidentiels, donc Antique, Villeray, Côte-des-Neiges, vont avoir beaucoup de richesses qui sont soit dirigées ou qui restent dans le quartier. Mais ce qui est important de dire, c'est que par rapport à la proportion de locataires que ces quartiers contiennent, la richesse reste quand même plus petite. Donc, je vais vous donner un exemple. Le quartier Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, contient 10,5 de la population locataire de l'île de Montréal, mais reçoit ou détient juste 8,8 de la richesse de la propriété. Donc, on voit que c'est une plus petite proportion que la quantité de personnes qui habitent là. Donc, si on regarde la richesse de la propriété par capita, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des quartiers qui sont plus généralement aisés ou qui sont plus de type propriétaire qui n'habitent pas avec leurs locataires, qui vont recevoir une plus grande proportion de la richesse. Donc, à Amstead, par exemple, c'est plus des propriétaires et moins de locataires. La richesse qui est transférée dans le quartier, c'est vraiment petit, Amstead aussi, là, c'est 2,3 millions par locataire. Il y a Kirtland aussi, il y a Beaconsfield, puis il y a le Town Montreal, la ville de Mont-Royal, qui reçoivent des plus grandes proportions, dans le fond, de richesse que le nombre de locataires. Fait que c'est des places où est-ce que les gens, en général, les propriétaires vont habiter, mais pas les locataires. Donc, il y a des places un petit peu plus aisées. Pour ceux et celles qui connaissent Montréal, ça fait du sens. On pense à Hampstead, Westmount, etc., que la richesse de la propriété va aller faire un voyage vers ces quartiers-là. Après ça, on a aussi regardé la question de l'opacité organisationnelle. Donc, on a fait une map là, de tous les réseaux corporations qui détiennent du parc locatif à Montréal. Donc, ça, c'est la map qu'on voit ici. C'est pas super clair, mais je vais zoomer dans la prochaine diapositive. Mais ce qu'on voit dans le fond, c'est qu'ici, sur le graphe, il y a 1900 réseaux d'entreprises qui détiennent des appartements locatifs à Montréal. Donc, c'est un total de 6900 compagnies dans 1900 réseaux. Ces compagnies-là, ils détiennent 108, 109 000 des unités locatives sur à peu près 600 000. Puis ils détiennent aussi environ 6 300 propriétés. Ce qu'on voit dans le graphique, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui font partie des réseaux, mais qui ne détiennent pas du locatif directement. C'est des compagnies qui sont des actionnaires dans des compagnies qui détiennent du logement. Fait que c'est là que ça commence à créer un peu de l'opacité, que si tu as juste accès au rôle foncier, tu vas avoir une entreprise, mais après ça, si tu veux vraiment savoir l'entièreté du octopus, là, la tentacule, c'est des recherches et des recherches et des recherches et des recherches. Donc, ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément de temps. Puis, faire ça à la mitaine, en général, des fois, ça peut aussi juste ne pas être possible. Donc, si on regarde, par exemple, le premier réseau en haut, là, fait qu'il a l'air joint, là, mais c'est comme tout ça, c'est un réseau d'entreprises qui détient des unités locatives. Ça, si je ne me trompe pas, c'est le groupe Sélection, le réseau Sélection, là, qui a fait faillite depuis notre étude, là, mais que, vu que c'est une entreprise qui a beaucoup de partenariats, qui a fait du développement, qui a des RPA, qui a des etc., 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 ça fait que il y a des grandes tentacules, il y a beaucoup d'organisations, puis que la majorité des corporations qu'on voit ici, c'est pas les corporations qui vont être à même le rôle foncier. Ils vont être dans le registraire des entreprises, mais tu ne sais pas dans le registraire si c'est des propriétaires ou quoi que ce soit, pas de façon super claire. Donc, ça crée beaucoup d'opacité quand vient le temps de vouloir savoir, OK, mais oui, OK, 111666 Québec Inc. est mon propriétaire, mais après ça, c'est trois autres actionnaires qui sont d'autres compagnies. Ces actionnaires-là ont trois autres actionnaires. Il y en a un, c'est une société en commandite, etc. Donc, ça déboule assez vite que c'est impossible d'avoir une vue d'ensemble là, de la propriété. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que ces réseaux de compagnies-là, en général, vont détenir plus d'unités locatives que les autres entreprises. Donc, en moyenne, les compagnies qui sont de type réseau vont détenir 100 unités locatives versus une compagnie qui est de type singulière, donc juste une entreprise avec un actionnaire qui est une personne, détiennent 63 des unités locatives. Ça, on ne regarde pas juste les personnes, mais juste les comparaisons entre les corporations. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que le plus que le réseau est complexe, donc non seulement qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais que l'arrangement devient aussi un petit peu fatigant, là, le plus que c'est complexe, le plus en général aussi ces entreprises-là vont détenir des unités. Donc, on parle d'acteurs qui sont dominants là, dans le paysage là, des propriétaires montréalais. On regarde aussi la question de l'opacité légale, donc tout arrangement légaux qui sont disponibles aux corporations
qui contribuent à l'opacité de la propriété. Donc, c'est des arrangements qui ne sont pas faits pour l'opacité en général, c'est fait pour des bénéfices fiscaux ou pour limiter la responsabilité légale. Donc, la question des sociétés en commandite, par exemple, qui deviennent des coquilles d'entreprise quand ils ferment la société ou quand le projet immobilier est terminé. La question aussi des fiducies familiales, qui sont techniquement supposées de faire de la divulgation de c'est qui leurs actionnaires ou leurs bénéficiaires, mais que souvent ne vont pas le faire. Fait que dans tous les réseaux qu'on a trouvés, ça arrivait des fois qu'on n'a juste pas d'informations sur l'entreprise, soit parce que c'était rendu à l'international, en Ontario, etc. Mais en fait, sur les 2800 compagnies pour lesquelles on n'a pas été capable de trouver de l'information, 60% d'entre elles étaient des fiducies familiales, donc des fiducies qui sont enregistrées au Québec, mais que quand tu vas les chercher dans l'enregistraire, il n'y a pas d'information. Donc, pourquoi? Puis au niveau de la question de l'opacité de la donnée, qui fait aussi partie un petit peu de ma thèse, on a regardé l'infrastructure, dans le fond, des villes, des provinces, des États, dépendamment du pays, qui vont faire en sorte, qui te donnent, dans le fond, l'information sur les propriétaires. Puis, en fait, est-ce qu'ils te le donnent? Est-ce que c'est disponible à toi? Si oui, good. Sinon, pourquoi? Fait qu'on a fait une analyse de 31 villes, puis l'infrastructure d'accès de données de ces villes-là pour voir est-ce que ça se compare à Montréal, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, est-ce qu'on pourrait refaire notre étude ailleurs, puis pourquoi si on ne peut pas, c'est quoi les raisons? Fait que, puis pour nous, c'est important de répondre à cette question-là parce que euh, de vouloir savoir c'est quoi qui est acquis, c'est une question, dans le fond, qui est fondamentale pour des questions de justice sociale, pour des questions économiques, pour des questions juste de savoir c'est qui habite dans ta ville, c'est qui est propriétaire dans ta ville, mais que cette question-là, c'est une question qui reste opaque dans la quasi-totalité des villes en Amérique du Nord, puis les villes qu'on a été capable de faire en Europe. Il y a plusieurs raisons pour ça. Une raison plus fondamentale, c'est que souvent les données sont juste pas disponibles. Il faut que tu appelles au téléphone, il faut que tu es en bureau ou il n'y a juste pas d'information. Ça va arriver souvent que les données sur les propriétaires, tu vas devoir payer. Donc, c'est pas le cas ici, mais par exemple, en Ontario, si tu veux savoir une information sur la propriété, il faut que tu regardes le rôle foncier. Puis là, quand tu trouves ta propriété, il faut que tu payes environ comme 40 $ pour avoir le PDF par courriel. Fait que ça, c'est un problème aussi. Les données souvent ne sont pas complètes. Fait qu'à Montréal, on est quand même chanceux. On a le numéro de logement, valeur foncière, etc., etc. Beaucoup des places qu'on a fait le recensement, il n'y avait pas autant d'informations de disponibles pour les personnes. Puis, il y a aussi la question que c'est généralement des données sensibles, en partie parce que la majorité de nos décideuses politiques, c'est des propriétaires, comme on a vu par des analyses de journalistes. Puis aussi, c'est la question de la politique de confidentialité. Fait qu'en général, c'est pas des informations que les gens veulent avoir divulguées parce que c'est souvent, il y a des adresses, il y a des noms, etc. Puis, parce que l'infrastructure est faillante, ça nous empêche de répondre à des questions reliées à la propriété. Fait que là, je remarque que ça fait déjà 32 minutes que je parle, fait que je vais aller un petit peu plus vite. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'à Montréal, en fait, oui, c'était difficile, mais c'est quand même une des meilleures situations qu'on a trouvées en Amérique du Nord puis en Europe. Il y a pas mal juste à Copenhague, au Danemark, qu'on aurait été capable de répliquer l'étude de façon données ouvertes, raclage, etc. Ce qu'on voit en termes de données, c'est que la moitié des données en général est disponible à l'échelle de la ville, puis l'autre moitié à l'échelle de la province puis de l'État. Ce qu'on voit à l'échelle de la ville, donc la donnée foncière ou la donnée des propriétaires, ils sont généralement disponibles, mais ils sont incomplètes ou sont disponibles sous des conditions. Donc, mettons à Stockholm, tu peux juste faire 5 recherches par jour. Il faut que tu donnes un identifiant de personne. Fait que oui, c'est disponible, mais tu ne pourrais pas vraiment avoir un portrait exhaustif de la propriété. Si on regarde l'information corporative, c'est généralement beaucoup plus limité, spécialement au Canada si on n'est pas au Québec. Le portrait de l'information sur les corporations en Ontario est horrible. C'est la même chose en Alberta. Je vais être contente d'en parler si ça vient dans les questions, mais ça limite énormément la quantité d'informations que tu peux avoir sur les corporations. Donc, tu n'aurais pas accès aux actionnaires, tu n'aurais pas accès aux adresses. Donc, ce serait une recherche de surface, dans le fond, qui ne permet pas de connaître là, les propriétaires. Puis, dans le fond, une autre couche d'opacité qui rentre en ligne de compte, puis qui inclut plus que la propriété, ça inclut aussi des questions sur les informations qui sont cumulées sur les propriétaires, les chances d'avoir du logement, s'il y a beaucoup de technologies de surveillance, de vérification des locataires
créer des recommandations automatisées avec des données de partout sur le web. Euh, Ça aussi, ça crée un certain niveau d'opacité. C'est des nouveaux joueurs qui rentrent en ligne de compte, qui vont vendre des produits à des propriétaires, qui rentrent des questions d'accès à l'information, des questions de sécurité des locataires, des questions qui deviennent encore plus compliquées à répondre. Fait que l'écosystème de la PropTech est super présent au Canada, peut-être pas à la même intensité qu'aux États-Unis, mais c'est un système qui croît énormément dans les dernières années. Je vais aller vite, là, mais tu sais, ils vont rentrer dans le marché locatif via la construction, ont des technologies pour appliquer à des permis, faire des suivis de chantier en ligne, etc. Des questions aussi par rapport à la recherche d'appartements, donc des recherches virtuelles, des visites virtuelles, de l'application en ligne. Fait que tu n'as même plus besoin de parler au propriétaire pour de faire une demande pour louer un logement. Puis en général, il faut que tu divulgues énormément d'informations juste pour appliquer. Après ça, il y a une vérification du locataire. Le bail est de plus en plus signé en ligne, de plus en plus renouvelé aussi en ligne. Puis il y a aussi la question des technologies qui vont influencer l'expérience locataire. Donc maintenant, on paye le loyer sur un portail résident avec sa carte de crédit, etc. On fait des réservations pour utiliser le gym, par exemple, avec une entreprise de PropTech. Les propriétaires vont de plus en plus utiliser des technologies pour faire des demandes d'éviction automatisées ou utiliser les données ou les PropTech pour avoir des recommandations de fixation de loyer. Puis dans le fond, c'est ça, dans ma tête, je regarde un peu à quel point que la PropTech est adoptée dans le parc locatif, pourquoi, donc les raisons ou les discours que la PropTech va donner, puis c'est qui les acteurs qui sont à la tête de l'intégration des technologies digitales. Spatialement, je regarde les quatre villes que j'ai mentionnées plus tôt, en partie parce que c'est des grandes villes avec la plus grande proportion de locataires. Puis c'est aussi des villes qui ont eu un boom dans la construction de locatifs, donc de nouveaux locatifs, pour plusieurs raisons, comme à Toronto, le condo n'est plus un investissement qui semble faire du sens. Donc en résultat, il y a de plus en plus de locatifs de construits. C'est un peu la même chose à Montréal. Le locatif est vraiment la plus grande majorité des unités d'habitation qui sont créées là, dans Montréal. Donc, je regarde ça, puis j'ai regardé tous les nouveaux développements. Donc, on voit sur la map où est-ce qu'ils sont situés dans les quatre villes, puis s'ils ont adopté de la PropTech, oui ou non. À Montréal, j'ai un échantillon de 104 nouveaux développements dans les 10 dernières années, avec une année de construction médiane de 2021, fait qu'en général un petit peu plus récent. C'est des développements en général de plus grande densité, donc 8 étages et 115 unités locatives. Ce que j'ai trouvé en regardant l'utilisation de la PropTech dans ces développements-là, c'est que quasiment 3 sur 4 nouveaux développements à Montréal ont adopté de la PropTech dans leurs immeubles, majoritairement pour des pratiques de gestion. Fait que tout ce qui est clé digitale, tu n'as plus une clé physique, tu as un fob, tu as des paiements, des plateformes de web pour payer les loyers, des applications de location en ligne, des demandes de réparation en ligne. Dans la PropTech, la culmination de l'entièreté de la suite de PropTech est souvent référée en anglais à curated living ou un genre de art de vivre, un mode de vie où est-ce que la technologie te permet d'enlever les frictions d'être locataire et te créer une communauté digitale à même ton immeuble. Donc, c'est généralement des développements plus de luxe qui vont faire ça, ou est-ce qu'il va y avoir des nouvelles commodités, fait que tu n'as plus juste un gym, tu as une salle de podcast, une affaire de golf, etc., que tu peux faire une réservation en ligne. Tu peux aussi trouver des services de concierge, donc des personnes qui peuvent venir laver ton appartement, marcher ton chien, etc., que tu vas utiliser à même l'application du propriétaire. Donc, le propriétaire va avoir une cote sur ton utilisation de ces services-là, de type concierge. La PropTech aussi va s'en prendre une, puis la personne qui fait le service en va être aussi payée. Donc, ça crée une nouvelle façon d'augmenter les revenus possibles avec le parc locatif. Puis en général aussi, ça va justifier des loyers plus élevés. Donc, on voit souvent des propriétaires dire à Toronto en ce moment, vu que le taux d'inoccupation est élevé, ben je vais pas diminuer mes loyers parce que j'offre un produit de luxe. Donc, je vais donner un mois gratuit ou je vais donner un abonnement à Netflix à la place. Tout pour pas diminuer un loyer, par exemple. Juste pour vous donner une idée, les applications maintenant, c'est vraiment, tu peux tout faire. Tu peux envoyer un message direct au gestionnaire de propriété. Tu vas pouvoir signer ton bail. Tu peux réserver une pièce pour faire un party. Puis il y a même des événements là, à même la communauté qui appelle, là, donc tous les locataires qui habitent sous un immeuble.
Mon étude démontre que l'intégration de la PropTech reste quand même moins élevée à Montréal et à Calgary spécifiquement que Vancouver puis Toronto. Montréal, c'est la ville qui a le plus de développement que j'ai trouvé de type analogue. Donc, il n'y a pas un site web promotionnel, c'est vraiment où il y a un site web, mais c'est un site de base, juste pour dire que j'existe. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que les plus grands adopteurs de PropTech dans le niveau locatif, c'est des propriétaires qui sont financiarisés. Donc, quand on parle des développements du type art de vivre, ils sont menés 82% du temps par des propriétaires financiarisés. Les grands propriétaires, en général, vont bénéficier les économies d'échelle, mais aussi vont être financer la PropTech. Fait que ce qu'on voit aussi, c'est qu'en faisant ça, il y a une concentration de l'information sur les locataires qui se fait à l'échelle des propriétaires, mais maintenant qui se fait à une plus grande échelle aux acteurs de la PropTech. Donc, on peut penser à Yardi, qui a une marge du marché de 85% dans le locatif construit, puis que justement, les autres compagnies de PropTech trouvent que leur succès dépend du fait qu'ils peuvent se plug-in ou se connecter dans l'infrastructure Yardi au Canada. Fait que les personnes avec qui j'ai fait des entrevues disaient par exemple, qu'il fallait payer le prix pour faire partie du cirque. Ils obtiennent tout et on n'obtient rien. Donc, pour 40 000 canadiens, tu as le privilège de te plug-in dans Yardi, mais tu as aussi le privilège de toutes leur donner tes données en même temps. Donc, il y a une grande concentration des données qui se font. Puis, il y a une autre personne que j'ai fait passer en entrevue qui disait, ben, faut que tu t'intègres, sinon tu réussiras pas. Puis, une autre personne qui me dit que c'était vraiment le holy grail de l'intégration. Donc, c'était vraiment la façon de, d'avoir du succès. Je vois qu'il y a un truc dans le chat. Ah, merci, Louis. Donc, en conclusion, c'est ça que nos études montrent, c'est que la financiarisation se concentre dans des quartiers plus denses, que c'est relié au stress, du stress relié au coût du logement, qui cible les locataires en général qui sont plus précaires, étudiants, faibles revenus, population racisée, qui cible aussi les locataires dans des quartiers plus centraux et plus neufs, où est-ce que la technologie digitale en général va s'adapter également. La financiarisation aussi va contribuer et bénéficier aussi de l'opacité de la propriété, comme on a montré, avec des arrangements corporatifs plus complexes, une propriété qui est concentrée, des localisations qui sont plus distantes. Donc, c'est une infrastructure, puis l'infrastructure de la donnée va aussi contribuer à cette opacité-là. Puis comme on a vu, la PropTech aussi devient un outil pour ces propriétaires-là. J'ai arrêté de parler parce que j'ai parlé trop longtemps. Puis merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup Chloé. Non, tu as parlé juste parfaitement. Il nous reste un petit 15 minutes pour les questions, les échanges. C'était vraiment très clair, bravo. Merci. Donc, ben, je laisse la place aux éventuelles questions. Oui, bon, on m'a parlé de régression multivariable. J'ai pas compris, je suis pas un matheux. J'ai pas compris qu'est-ce que ça mange en hiver et ni à quoi ça vous avait servi. Euh, L'opacité, ça m'est resté assez opaque. J'ai compris certaines choses très générales, là, mais dans les détails, j'ai tout perdu. En général, j'ai pas compris énormément de choses, sinon des choses très générales sur ça. Le reste des détails, j'avais pas le temps de noter, puis j'avais pas le temps de comprendre, là. Donc, pour moi, ça m'a pas apporté énormément cette présentation-là actuellement. OK, merci. Est-ce que vous voulez des précisions sur les méthodes de régression ou avez-vous des questions sur des catégories d'opacité ou quoi que ce soit? Ben, au niveau de la régression multivariable, c'est pourquoi vous faisiez ça, à quoi ça sert et comment ça vous aide, là, je sais pas. Mhm. Oui, je peux expliquer ça. Dans le fond, c'est ça, il y a plusieurs façons d'établir un peu avec confiance une relation entre deux phénomènes ou deux variables dans tous les domaines de la science, là, mais aussi dans le domaine du logement, où est-ce que, en général, dans le fond, quand on présente des recherches sur la financiarisation, on se fait souvent demander, ben, c'est quoi que ça change? Est-ce que ça a vraiment un effet avec, par exemple, plus de précarité? Est-ce que ça a un effet avec est-ce que c'est plus présent dans des quartiers que d'autres? Donc, c'est là que des modèles de régression vont rentrer en ligne de compte pour être capable de confirmer une relation, puis de confirmer si la relation est assez forte pour être reportée ou pour être considérée différente d'une autre type de relation. Fait que une régression multivariable va aussi regarder plein de choses en même temps pour voir si
quand on combine tout, est-ce qu'il y a encore une importante relation avec, par exemple, ici, on est intéressé à la financiarisation, puis d'autres éléments du logement. Fait qu'en faisant ça, ce qu'on a vu, c'est qu'une relation qui était notable ou importante, c'était entre la financiarisation puis les logements de haute densité. Fait que ce que ça veut dire, c'est que la financiarisation sont plus, les propriétaires financiarisés sont plus intéressés aux immeubles de haute densité. Fait que si dans ton quartier, il y a plus d'immeubles de haute densité, il y a plus de chances qu'il y ait des propriétaires financiarisés. La deuxième relation, c'était aussi par rapport au stress relié au logement. Fait que quand les locataires sont plus stressés pour payer leur loyer, ont moins de moyens pour payer leur loyer, c'est aussi un indicateur que en général, une présence financiarisée plus importante. Donc, ça fait du sens parce que les propriétaires financiarisés, en général, des techniques d'augmentation de loyer plus agressives. Donc, les loyers sont plus chers ou les loyers sont plus chers par rapport à la capacité de payer des locataires. Donc, on voit que ces relations-là, ils sont distincts puis notables. Donc, des journaux scientifiques, etc., c'est assez important pour qu'on puisse le reporter puis que ça ait un certain niveau d'autorité. J'espère que Merci ça l'a aidé un Chloé. peu. Sinon, j'ai aussi les papiers, c'est sûr qu'ils sont en anglais, mais ça me ferait plaisir de connecter là, si vous avez d'autres questions, là. Thibaut, est-ce que tu veux poser ta question? Merci beaucoup, Chloé. Je trouvais vraiment votre présentation, pour le coup, vraiment passionnante et intéressante, très claire. Euh, voilà, moi, j'avais trois questions, mais très rapides, OK. vraiment. Je me demandais si vous aviez aussi étudié le mouvement de financiarisation vers du logement conventionné par les pouvoirs publics, à Montréal notamment. Je me demandais aussi si, justement, face à l'opacité des données, est-ce que vous ouvrez votre base de données, notamment à la communauté scientifique, pour travailler à partir déjà de ce que vous avez fait? Et enfin, ma troisième question, c'est sur le premier papier. J'ai un petit, parfois mal à l'aise parce que on va dire que vous inférez les locataires à partir du contexte géographique et notamment à partir des données du recensement. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire des erreurs écologiques à partir de ça? Et voilà, c'est voilà mes questions. Merci. Ouais, je comprends. C'est une bonne question. C'est sûr que, OK, je vais répondre en ordre. Non, on n'a pas regardé la financiarisation du mouvement subventionné. C'est quelque chose qui serait intéressant, mais nous, on ne l'a pas regardé. Donc, ça, c'est assez simple comme réponse. La deuxième question sur l'opacité des données, puis si nous, on rend ouvert notre base de données aux chercheurs, chercheuses, c'est une question qui est un peu compliquée parce que c'est pas possible pour nous de la mettre en ligne avec toutes les informations des propriétaires parce que ça va à l'encontre des conditions d'utilisation des données. Donc, quand tu fais une recherche sur le rôle foncier, il faut que tu dises que tu ne vas pas divulguer les informations, que tu ne peux pas rendre la base de données disponible par recherche des locataires, des propriétaires par contre. Fait que si moi, je mets ma base de données en ligne, comme Find My Landlord, qui est un site web qui l'a fait, tu peux te faire poursuivre, etc. Ça cause des problèmes parce qu'ultimement, il y a des informations sur ben, où est-ce que les propriétaires habitent, là, comme, fait que ça crée beaucoup de problèmes. Yaya Bowman à l'Université de Montréal et moi, on essaie de faire une base de données qui serait disponible pour les comités de logement, qui inclurait le rôle foncier de l'année 2024, puis qui, ultimement, essaierait de combiner on se croise les doigts, les données sur les évictions. Donc, on est en train de nettoyer tous les propriétaires qui vont au TAL, etc. Puis, ça serait bien, dans un monde parfait, de les connecter. Michael aussi fait partie de ça. C'est sûr que c'est un projet de recherche qui n'est pas payé par personne. Fait qu'il y a de la beauté là-dedans parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des redevances à McGill ou à l'université, mais que c'est très lent. Mais ça me ferait plaisir, quand c'est disponible, là, qu'on est en train de le faire, de pouvoir le divulguer. Puis encore une fois, il y a une question de comment on le rend disponible. Est-ce que c'est des identifiants, etc. Erin McElroy aux États-Unis parle beaucoup un peu de l'idée de la divulgation des données puis la difficulté qui vient avec ça. Puis la troisième question, je suis complètement d'accord. La majorité des variables du recensement vont prendre en considération l'entièreté de la population. Donc, s'il y a juste 30% de locataires, puis j'utilise la variable du recensement pour refléter les locataires, ça crée un peu de pollution, là, c'est sûr, tu sais.
J'ai pas de bonne réponse à ça, oui, c'est sûr, mais c'est le mieux qu'on pouvait faire avec les données qu'on a disponibles. L'autre option, ça aurait été de demander des données de recensement custom, là, comme spécial, pour le faire. C'est une très bonne idée. C'est pas quelque chose qu'on avait pensé, mais si on est pour répliquer ou quoi que ce soit, je pense que ça serait une bonne idée de le faire pour avoir une meilleure représentation là, de juste la population de locataires. Merci beaucoup. Super, merci Chloé. Est-ce qu'il y a... Oui, Mathias? Oui, bonjour Chloé, merci beaucoup pour la présentation, super intéressant. Moi, je trouve intéressant aussi ce graphe en réseau des différents propriétaires, mais particulièrement des propriétaires financiarisés, souvent vont se cacher, par exemple, derrière une entreprise adméro ou derrière une organisation d'actionnaires. Tu en as peut-être parlé un petit peu, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Est-ce que c'est, par exemple, de se protéger au niveau si, par exemple, le logement ou une compagnie fait faillite, mais de protéger l'organisation financière, ou c'est plutôt ben, de pas montrer son identité, par exemple, s'il y a des poursuites ou des Mhm. évictions pour éviter pour avoir une distance aussi avec le locataire. Donc, je me posais cette Ouais. question-là. Merci. Oui, non, c'est une bonne question. Puis je peux répondre un peu de ma façon que j'ai fait beaucoup d'investigations dans les réseaux puis d'essayer de comprendre. Je pense pas que de prime abord, c'est délibérativement pour rester opaque ou se cacher. Il y a beaucoup de grands propriétaires financiarisés, genre CapREIT, qui sont super simples. C'est un building, une corporation, puis le seul actionnaire, c'est le fonds CapREIT. Fait que ça, c'est un des plus grands propriétaires à Montréal, mais c'est aussi un propriétaire qui est public, donc il a une responsabilité de divulguer ses données. Fait que ça, je pense que ça rentre en ligne de compte, surtout pour les grands propriétaires. S'il y a déjà un peu un spotlight sur eux, euh, le mode d'organisation en général reste simple. Comme j'avais dit un peu dans la diapositive, les motivations sont en général, comme tu as dit, de limiter la responsabilité légale. Donc, quand on pense aux arrangements corporatifs les plus complexes, c'est souvent les sociétés en commandite. Donc, ça, c'est pour euh, un projet, des gens qui s'associent, qui créent une entreprise qui est éphémère, qui, après ça, dans l'entreprise, a d'autres actionnaires qui vont bénéficier de l'action du commanditaire, dans le fond. Fait que ça arrive souvent pour des développements immobiliers ou ça arrive souvent dans des partenariats, souvent financiarisés, entre deux personnes. Donc, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Greybrook puis Marlin Spring, c'est associé à Montréal pour faire de l'acquisition de parcs locatifs. Puis vu que c'est deux entreprises avec des capitales différents, ils se sont associés juste ici. Ils ont créé une entreprise qui utilise les deux mots, là. Fait que Marlin Brook ou whatever, whatever, en société en commandite pour acheter de l'immobilier. Puis après ça, les actionnaires, c'était eux. C'était Greybrook, Marlin Spring. Fait que ça crée énormément d'opacité pour justement que eux limitent la responsabilité légale. Puis c'est pas juste les grands propriétaires qui font ça. Beaucoup de petits propriétaires qui ont des unités quand même significatives à Montréal, c'est souvent des médecins, des psychologues qui vont justement, qui en général ont plus de moyens, acheter de l'immobilier, puis mettre certains de leurs gains dans leur job, dans l'immeuble. Fait que s'ils se font poursuivre ultérieurement, dans le futur, ben, la richesse qui est dans la propriété est protégée dans le fond de peu importe la poursuite personnelle. Fait qu'il y a plusieurs motivations comme ça qui vont rentrer en ligne de compte. Merci. Super, merci. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire ou une dernière remarque pour Chloé avant qu'on clôture cet écho du crash? Ben, j'ai l'impression que non. Ben, merci beaucoup Chloé. On était Bien, merci à ravis toi. de t'accueillir. Les papiers sont sortis pour le premier et en cours de sortie pour les deux suivants, c'est ça? Oui, c'est ça. On est en train de faire les révisions sur le troisième, donc la question de l'opacité de la donnée. Le deuxième est soumis, mais si vous voulez une version du deuxième, c'est disponible dans la thèse à Michael. Fait que vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je peux vous envoyer la thèse là, de Michael. Comme ça, vous pouvez lire un peu les résultats préliminaires, parce que le processus de revue a pris 8 mois, là, fait que c'est super long. Oui, ben c'est super intéressant. Ça m'a fait penser à un autre volet. Il y a plusieurs chercheurs au Crash qui travaillent sur les politiques de l'ignorance. Donc, comment aussi les politiques publiques ignorent. Puis donc, ça, c'est deux choses qui pourraient vraiment full bien discuter. En tout cas, Cool. Ouais. Je parle ouais, justement de j'ai. la politique de l'ignorance dans mon quatrième chapitre, plus question de juste la PropTech.
Fait que ce serait bien qu'on s'en Ben, reparle. ouais, je sais que Renaud Goyer a écrit dessus, puis il me semble Francis Dolan était là, alors je sais pas si Ah, tu cool. co-signes avec lui ça, je me souviens plus, mais c'est dans un bouquin du Crash qui va sortir très bientôt là, fait que tu pourras regarder ça aussi OK, si t'as un intérêt. cool. Ben merci Nice. beaucoup Merci à tout le tout monde. le monde.